Nous sommes à présent en plateau avec Éric Lafrenière. Bonjour Éric. Bonjour. Gérant senior et responsable du fonds Richelieu America chez Richelieu Gestion. Et à côté de vous, Patrick Guérin. Bonjour Patrick. Bonjour Nicolas. Directeur de la gestion chez Bordier et compagnie à Paris. On va commencer avec vous, Éric Lafrenière, et on va parler des marchés américains. Et deux grands rendez-vous aujourd'hui aux États-Unis, enfin cette semaine aux États-Unis, donc la publication du livre belge de la Fed ce soir à 20h et le rapport sur l'emploi vendredi pour le mois de mai. Ces deux grands rendez-vous, quelles questions ils posent et comment est-ce que vous voyez la situation du coup? Est-ce que c'est le moment où on se pose la question si la Fed va commencer à parler de tapering ou c'est encore un peu tôt pour en parler? Bon, déjà, le marché se pose la question depuis quelques semaines déjà. Voire quelques mois. Oui, voilà. C'est quelque chose qui va continuer, je pense, à animer le marché au moins jusqu'à la fin du Q3, début Q4. Donc, on risque d'avoir des effets inflationnistes sur les matières premières. On va avoir des effets de base très forts. On a connu les points bas sans doute sur mai-juin l'année dernière. Donc, en annuel, on risque d'avoir des effets de base assez importants dans les semaines à venir. Et on a bien entendu l'emploi qui continue de poser quelques questions. Après, sur le sujet de l'emploi, on a vu il y a 21 États républicains qui ont mis fin aux aides additionnelles de façon prématurée. Les aides qui restent dans les autres États s'arrêteront à partir d'août. Donc on risque de voir un nombre plus important de personnes qui seront prêtes à reprendre le travail. Et aussi, on voit que les activités au sens large redémarrent. Donc les problèmes liés à la réouverture des écoles pour les parents, etc., vont aussi se dissiper. Et donc on aura plus de personnes qui seront prêtes à rentrer sur le marché du travail et je pense que ces effets inflationnistes, en tout cas ces craintes inflationnistes, devraient diminuer. Si on regarde un petit peu juste avant la pandémie l'année dernière, on avait un taux de chômage très 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 bas aux États-Unis. La fameuse courbe de Phillips que tout le monde attendait ne s'est jamais matérialisée. Je pense qu'on va revenir progressivement au Q4 2022 sur des niveaux de croissance aux États-Unis plus en ligne avec l'historique des dernières années. Et donc ces craintes vont progressivement disparaître. Parce que du coup, pour bien comprendre, il y a deux sujets, inflation d'un côté, emploi de l'autre, où vous liez les deux sujets dans une même réouverture de l'économie. Les deux sujets sont plus ou moins liés. On a donc cet effet emploi, en tout cas potentielle hausse des salaires qui est lié au fait que la population ne soit pas nécessairement aujourd'hui toute prête à reprendre l'emploi. Donc oui, et c'est ce que vous nous dites, c'est parce qu'il y a des aides en fait finalement d'un certain nombre d'États américains qui fait que les gens ne retournent pas encore sur le marché du travail. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises sont prêtes à embaucher aux États-Unis, mais qu'il n'y a pas de gens qui postulent. C'est ce que vous nous dites? Les entreprises sont non seulement prêtes, ont besoin d'embaucher aux États-Unis. D'accord, oui, parce qu'on a vu les indices, l'indice ISM aux États-Unis. Là, alors c'était pour le secteur manufacturier hier. La demande est là, et finalement la question c'est comment est-ce qu'on va délivrer aujourd'hui? Exactement, et même dans la restauration, on le voit aussi. Il y a beaucoup de personnes. Comme l'économie rouvre beaucoup plus vite qu'on a sans doute attendu, les entreprises ont besoin, les petites et les moyennes et les grandes entreprises recrutent, mais le personnel n'est pas tout de suite prêt à retourner au travail. Donc il y a un effet, on doit payer un peu plus cher pour faire revenir les personnes, mais cet effet devrait se dissiper au fur et à mesure que les aides vont s'arrêter. Donc en partie dans les États républicains, c'est déjà fait, et le reste pour la rentrée de septembre. Donc l'arrêt des aides pourrait du coup permettre à l'emploi de continuer à progresser, ou en tout cas au chômage de baisser. L'inflation du coup PCE Core plus 3,1% sur un an au mois de mai. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est toujours un facteur transitoire, c'est une poussée d'inflation transitoire, ou on se dit que ça peut quand même avoir un impact sur la politique monétaire de la Fed? Le marché s'interroge justement sur ce fait. On a eu Madame Breinhardt qui a parlé hier, qui a dit que effectivement, les effets inflationnistes qu'on a vus récemment au mois de mai étaient un peu plus forts que ce qu'elle attendait, mais elle continue de croire que ces effets sont transitoires. C'est une membre votante de la Fed. Bien sûr. Et moi, je partage quand même cet avis que courant fin Q3, début Q4, ces effets vont se dissiper progressivement et seront plus ou moins totalement dissipés sur 2022. Donc c'est vraiment un effet encore de quelques mois qui devrait donner des opportunités de revenir sur des secteurs qui sont pénalisés. On parlait de la tech tout à l'heure, notamment le secteur de la tech qui est pénalisé par ces craintes d'inflation. Donc à chaque fois qu'on aura un chiffre qui va nous faire un peu peur et que ces valeurs de croissance vont corriger, pour moi c'est une opportunité de remettre un orteil dans le secteur et de reconstituer des positions tranquilles. Alors vous allez nous expliquer ça un petit peu plus en détail. Juste avant, du coup, l'inflation, c'est pas un sujet, c'est juste que même si la Fed
tenter de rassurer les investisseurs avant la publication de l'indice PCE Core, mais de manière plus générale. Même si c'est plus fort que ce que la Fed attendait, c'est pas un sujet, c'est une question de mois pour que tout ça se régule. Oui, le marché sera sans doute agité si on sort sur des chiffres plus importants, mais je ne dis pas que pour moi, c'est pas un élément de crainte, c'est plutôt une opportunité. Et alors, une opportunité qui vous permet d'aller sur les valeurs les plus impactées par ces craintes d'inflation, et notamment les valeurs technologiques qui ont connu une très forte croissance en lien avec la pandémie et qui, du coup, parfois peuvent accuser des reculs en fonction des craintes inflationnistes que peuvent avoir les investisseurs. Et vous dites que c'est le moment finalement d'y rentrer. Donc, si on fait le lien avec les craintes d'un certain nombre d'investisseurs sur la survalorisation de ces valeurs technologiques, vous dites finalement, il y a encore des opportunités dans ce secteur. Pour moi, donc, nous, c'est un secteur qu'on avait commencé à sous-pondérer l'année dernière au mois d'août, probablement un tout petit peu trop tôt. On avait complètement quitté les GAFAM sur le Q4. Aujourd'hui, on commence à regarder le secteur. On a commencé à faire une petite liste de valeurs qui nous intéressent, qu'on suit de très près. Et quand on a des corrections de marché, on recommence à progressivement, très progressivement, à arbitrer une partie de notre très forte surpondération sur les valeurs liées à la consommation discrétionnaire vers ces valeurs de la technologie, justement en prévision du Q3, Q4, qui pour nous devrait être favorable. Q3, Q4, c'est-à-dire que là on a eu les résultats Q1, Q2 pour le coup on n'attend pas une confirmation de ce qu'on a déjà eu à Q1. On aura toujours ces craintes d'inflation sur la fin du Q2, même sur le début du Q3. Donc c'est des opportunités de commencer à créer ces lignes. D'accord, mais de ne pas être encore pleinement investi sur ces valeurs. Ce qu'on a pu voir avec la pandémie, c'est qu'un certain nombre de tendances qui étaient en place ont été accélérées. D'accord. Donc on a été beaucoup plus vite sur certains sujets de digitalisation, entre autres. Donc on parle par exemple du télétravail ou ce genre de choses. Exactement. Mais c'est pas pour ça que ces tendances sont maintenant mortes. Elles vont revenir. Là, on a eu des craintes liées au taux d'intérêt. Donc ce sont des valeurs qui sous-performent cette année. Mais les tendances long terme sont toujours en place. Et donc il faut saisir les opportunités de revenir progressivement sur ces valeurs que nous, on avait délaissées au sein du fonds Richelieu américain. Et alors, sur un élément de contexte un peu global, là, aujourd'hui, on est sur des entreprises qui montrent finalement qu'elles fonctionnent bien aux États-Unis, que l'économie repart. La Fed est toujours accommodante. Donc, on parle des craintes, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas sur un moment particulièrement intéressant sur les marchés financiers aux États-Unis? Et ce, même si finalement, les marchés financiers donnent l'impression de consolider quand même depuis un mois, que ce soit le Dow Jones, le S&P 500, le Russell 2000 ou le Nasdaq Composite. Il y a eu une forte progression. Puis là, on est sur un plateau depuis quelques semaines, mais dans un contexte qui a l'air très favorable finalement pour les marchés financiers. Donc le marché respire un petit peu et c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, on a une consolidation du taux 10 ans aux États-Unis. On avait touché un 77,7 de mémoire en intraday au mois de mars. On a replié un petit peu, on consolide, donc c'est une bonne chose. Ça a permis aux valeurs de croissance quand même de résister et de ne pas entraîner tout le marché à la baisse, donc un élément positif. Maintenant, je crois que le marché attend de confirmer que cette réouverture continue et se passe bien, parce qu'il y a quand même toujours ces craintes liées à divers variants, et on attend beaucoup, je pense, et pour moi, ça sera l'élément qui donnera la prochaine phase d'accélération du marché. Je pense que les estimations de croissance des bénéfices sur le Q3 et sur le Q4 sont trop pessimistes et devront être revues, et le seront sans doute après la publication des résultats du Q2. Et ça sera un élément je pense, de reprise du marché. Après, si on en parlait également tout à l'heure, si on regarde la performance du marché sur le mois de juin, depuis les années 1970, on retourne... Le mois de juin qui s'ouvre, là, après 4 mois de hausse, du coup, où on se demande si le mois de juin va signer un 5e mois de hausse consécutif sur les marchés financiers. Exactement. Historiquement, depuis 1970, le marché a rapporté environ 0,11 en juin. Par contre, si on regarde... Pas le meilleur mois qu'on peut trouver sur les marchés financiers, du coup. Oui, exactement. Plutôt même l'un des pires. L'un des pires, disons-le. Oui, mais sur les 5 dernières années, si on regarde sur un horizon un peu plus court, on est sur un retour d'investissement à peu près de 1,96%. Donc on risque d'avoir un mois relativement volatile, voire un été volatile en fonction de ces chiffres d'inflation, mais qui sont pour moi des opportunités de renforcement et de repositionnement pour la fin de l'année. Donc on sent que donc votre horizon, Éric Lafrenière, c'est plus Q3, Q4, Q2, on va voir un petit peu comment ça se passe. Vous nous avez parlé des valeurs technologiques. Qu'est-ce que vous regardez rapidement aux États-Unis de manière générale et sur les marchés américains au-delà de ces valeurs technologiques? Donc nous, les secteurs sur lesquels on est sous-pondéré, en fait, on a terminé l'année 2020 et amorcé début 2021 en jouant des thématiques liées à la réouverture de l'économie. Dans un premier temps, les matériaux.
et ensuite les financières. Et aujourd'hui, on a arbitré ces positions plutôt sur de la consommation discrétionnaire et des valeurs industrielles. Consommation discrétionnaire qu'on commence en partie à arbitrer vers des valeurs de la tech. Et nous sommes totalement absents aujourd'hui au sein de Richelieu Americas des valeurs liées à la santé, les valeurs liées aux services aux collectivités, et très faiblement investis sur la consommation courante, et en ligne, voire légèrement surpondérés sur les financières, surpondérés industriels et surpondérés consommation discrétionnaire pour le moment. Merci beaucoup Éric Lafrenière de nous avoir dressé un petit peu ce panorama de votre vision des marchés financiers américains. Je rappelle que vous êtes gérant senior et responsable du fonds Richelieu Americas chez Richelieu Gestion.